Bonjour à tous et à tous. Donc voici une vidéo qui retrace le fil rouge sous forme d'une synthèse dessinée réalisée par Solène Dargaud le 30 septembre 2025 pour une journée qui a été co-organisée avec la Chaire Forêt Alpine en Transition, la Fondation UGA, Grenoble-Alpes-Provence et puis le Labex ITEM. Cette journée avait vocation à traiter le sujet des forêts alpines au cœur de la transition écologique. Ils se sont rassemblés un certain nombre d'acteurs de la recherche politique et puis également des acteurs de terrain qui participent à la gestion forestière de ce territoire, Grenoble-Alpes Métropole, pour échanger sur des points de débat, sur des constats scientifiques et autres en lien avec l'évolution des forêts. Le fil rouge qui va être présenté ici sous forme dessinée n'a pas du tout vocation à être exhaustif, mais retrace les messages essentiels et points de débat qui ont pu être évoqués. L'ensemble de ces visuels peuvent être réutilisés pour diffuser la connaissance qui a été partagée cette journée-là. Alors, les forêts alpines au cœur de la transition écologique. Donc tout d'abord, on a une introduction dans laquelle on a repris une phrase connue pour dire au bout de chaque rue, il y a une forêt, et non une montagne. Au bout de chaque rue, il y a une forêt. Et cette forêt est le trait d'union entre la ville et la montagne. En tout cas, c'est particulièrement le cas sur le territoire dont nous parlons. Et c'est pour ça, notamment, qu'il est intéressant de parler de la forêt et des enjeux associés. On a également introduit cette journée dans laquelle il y a eu des prises de parole scientifiques avec le fait qu'il y a besoin pour faire une gestion et une vraie stratégie forestière, il y a besoin de mettre de l'objectivation et du doute et même parfois de l'incertitude assumée dans les sujets, surtout dans une période où nous aimons les certitudes. Alors, pour introduire ce sujet de la forêt, on s'est d'abord posé la question de qu'est-ce que la forêt. Et on voit qu'il y a une diversité de représentations de ce qu'elle est, avec à gauche une partie plutôt rationnelle, cartésienne, où on vient parler de physique, et on voit les arbres et la forêt comme un puits de fraîcheur ou un puits de carbone qui vient rendre des systèmes écosystémiques. La forêt, elle a aussi un intérêt économique, puisqu'elle est utilisée pour la filière bois, elle a un intérêt biologique, et puis elle a aussi un intérêt pour la protection de certains risques, notamment les éboulis ou les chutes de pierres, puisque la forêt permet la rétention et de consolider les sols. Mais à côté de ça, à droite, ce que vous voyez là, c'est toute une autre dimension dont on parle trop peu dans le monde académique. Et c'est bien l'objet de cette journée de faire parler les sciences sociales. C'est toute la dimension poétique de ressourcement, de contemplation, pédagogique également. Et donc on parlera de la création d'une école dans la forêt. Et puis aussi la dimension socio-écosystémique, à savoir l'interaction entre la forêt et les activités humaines. Et donc vraiment ce lien qui est systémique et on ne parle pas juste d'un individu arbre ou d'une population forêt. On a parlé de ce territoire et on s'est dit que c'était vraiment intéressant d'avoir sur ce territoire spécifiquement, puisque 57% de la métropole est forestière, et donc ça en fait la métropole la plus forestière de France. C'est vraiment intéressant d'avoir cet événement qui est une hybridation entre celles et ceux qui travaillent sur le terrain et les acteurs qui décident de la gestion forestière de ces milieux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un morcellement des terres forestières qui rend la gestion forestière difficile sur le territoire. Ça n'est pas spécifique à Grenoble-Alpes Métropole, mais en tout cas, c'est une caractéristique qui est intéressante à avoir en tête quand on parle d'une stratégie de gestion forestière efficace. Puisque on a d'un côté le public qui gère 40% des forêts du territoire, et puis de l'autre côté, des privés qui gèrent 60% du territoire avec des propriétaires terriens. Enfin, en tout cas, qui gèrent, une partie le gère et une autre partie, souvent, ne savent pas qui possède ces terres-là ou sont en indivision et donc ont une difficulté à mettre des actions de gestion en place sur la partie privée. Et on observe également une progression de la forêt globalement sur ce territoire au détriment des terres agricoles, puisqu'il y a une déprise agricole et puis un abandon parfois des terres. Ce qui fait que sur le territoire, on a des résineux, mais on a 60% de forêts de feuillus qui viennent en général suite à une déprise agricole.
On a parlé de ces forêts, on s'est posé la question de qu'est-ce qui fait qu'une forêt est vivante, ou en tout cas qu'elle est biodiverse et intéressante pour remplir ses services écosystémiques. On a parlé là de compartiments qui permettent de savoir si une forêt est biodiverse ou pas. Et ce qui la caractérise, c'est 4 éléments. Déjà, est-ce qu'il y a du bois mort debout sur le sol, qui en fait un vivier de vie avec des champignons, des animaux, des rongeurs, etc. qui viennent s'en approcher. Donc, est-ce qu'il y a une biodiversité aux interfaces? Est-ce qu'il y a des gros et vieux arbres ou est-ce que on est sur une population d'arbres jeunes suite à une coupe franche? Voilà, est-ce que la forêt a, a de l'âge et du coup une forme de diversité aussi et un mélange d'essences. Ça, ces 4 compartiments nous permettent de savoir à quelle forêt, à quelle nature de forêt on a affaire. Le problème, c'est que la forêt, elle subit des pressions. Alors, on a beaucoup parlé des scolites. Et les scolites, eux, attaquent la forêt, mangent la forêt, ou en tout cas nichent dans les troncs. Et la prolifération de ces scolites crée une réelle crise sanitaire qui fait que sur notre territoire, il y a un vrai enjeu de diversification des populations, puisque les épicéas sont particulièrement sujets à la prolifération de scolites, ou en tout cas vulnérables. On a également parlé des cervidés qui aiment manger et piétiner les forêts, ce qui pose un problème sur le renouvellement de la forêt. Et ça, en fait, on pourrait se dire que c'est des causes naturelles, mais en réalité pas tout à fait, puisqu'avant, il y avait des prédateurs qui venaient réguler la population de cervidés, mais il y a une chute de la population de prédateurs, ce qui fait qu'il y a une augmentation de la population des cervidés, et donc ça vient impacter nos forêts. C'est un peu le même cas, en tout cas l'homme aussi a eu un rôle à jouer sur les scolites, puisque c'est à cause du changement climatique que les scolites prolifèrent. Et donc on voit que même si ces deux pressions peuvent sembler naturelles, en réalité, elles sont issues d'un déséquilibre créé par l'homme. À côté de ça, on a des pressions, pour le coup, explicitement humaines, liées aux activités humaines, l'exploitation forestière, notamment pour la pâte à papier, mais pas que, et puis la fréquentation touristique. Et nous avons également parlé de pressions telles que les incendies, et puis les plantations, puisque pour pouvoir planter, on enlève des arbres pour avoir des terrains agricoles, même si la tendance globalement sur la métropole est plutôt à l'inverse, à savoir une déprise agricole et des forêts qui prennent la place de ce qui était avant des exploitations agricoles. Donc on voit que cette forêt, même si elle est vraiment utile, indispensable pour gérer un certain nombre de services écosystémiques, eh bien en fait elle est très vulnérable et elle est très sensible à son environnement. Et effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises, la forêt, c'est l'une des solutions aux crises à venir. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'être résilients, notamment parce que la forêt, elle a une forme d'intelligence, elle est autonome, elle se suffit à elle-même et elle permet aussi de gérer un certain nombre de risques, d'être îlot de fraîcheur, de pouvoir garantir une préservation de la biodiversité en étant des lieux de niche, de pouvoir pallier au changement climatique, notamment avec la captation carbone. Sur notre territoire, il y a 128 000 tonnes de CO2 qui sont captées par nos forêts. Donc elle joue vraiment un rôle essentiel. Donc il faut la préserver, mais en fait c'est pas si simple puisque la biodiversité associée à une forêt vivante, on va dire, est vue comme une contrainte plutôt qu'une ressource. Et c'est pas si simple, notamment quand on adopte une logique utilitariste, parce que c'est moins rentable de gérer, en tout cas à court terme bien sûr, de gérer une forêt vivante dans laquelle il y a une multitude d'interactions, des différentes essences et autres. C'est moins rentable que de planter en ligne et de pouvoir gérer ça industriellement. En tout cas, ça l'est moins à court terme. Donc là, on a beaucoup parlé notamment du territoire Belden où il y a des populations monospécifiques, à savoir beaucoup d'IPCA plantés en ligne. Et ça a été fait à une époque où on voulait, pour
on voulait faire un effet carte postale pour que les épicéas gardent bien la neige sur les cartes postales des personnes qui viennent skier. Il y a eu aussi un défaut de sylviculture avec un déficit d'éclaircie qui a profité aux épicéas. Il y a eu un développement de l'activité, notamment pour la ressource en pâte à papier. Et puis aussi, naturellement, l'épicéa, c'est une essence qui est colonisatrice. Et donc, on voit des endroits où il y a eu, entre guillemets, une mauvaise gestion par défaut des forêts et où il est nécessaire de revoir la gestion pour que la forêt puisse vraiment exprimer son plein potentiel et ses pleins services, ou en tout cas être moins vulnérable. C'est pas aussi simple, notamment aussi parce qu'il y a des contraintes de période, il y a un morcellement du territoire, on en a parlé, il y a des ruptures historiques de gestion, et puis il y a, on en a beaucoup parlé, de la méconnaissance et de la conflictualité et des clivages en lien avec la gestion forestière. En effet, tout le monde a son mot à dire, ou en tout cas tout le monde se permet de dire son mot, notamment les personnes qui sont assez loin des questions de gestion forestière, et il y a un vrai risque de polarisation. À savoir, il y a des associations ou du grand public qui, quand ils voient une coupe franche, ou en tout cas quand ils voient un arbre coupé, disent stop à la déforestation, ne coupez pas des arbres. Mais c'est souvent dû à une méconnaissance, puisqu'il y a un rapport moins vivrier aux forêts. Avant, on y allait pour se nourrir, pour se chauffer, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc il y a des personnes qui pensent savoir ce qu'est une bonne gestion, qui s'expriment dessus alors qu'ils ne savent pas. Il y a aussi un effet de mode des pratiques. On a vu que les pratiques changent au fil des générations et ça exerce une pression sociale. Et donc là, on voit une technicienne forestière qui dit ah oui, tu veux faire mon métier, c'est de la gestion et non de la déforestation. Parmi nous, il y a des utilitaristes, mais il y a aussi des environnementalistes. Et ça a été souvent rappelé, les personnes qui font ce métier-là et qui parfois sont animées, sont euh, obligées de couper un arbre, le font pour le bien-être d'un milieu. Et donc, c'est pas juste couper pour couper. Toute cette pression-là et cette méconnaissance crée des difficultés psychologiques pour les gestionnaires et les techniciens qui voient premièrement la forêt mourir par l'effet des scolytes et autres, et qui en plus se sentent jugés. Et aujourd'hui en France, il n'y a pas vraiment de compensation pour ça, ni de soutien particulier, alors qu'en Suisse, quand il y a une contrainte, souvent il y a une compensation. Et donc on peut se poser la question de la pénibilité, de la difficulté psychologique de ce métier-là. À côté de ça, il y a une perte de confiance dans le politique et dans les gestionnaires de forestiers du grand public, et donc des personnes qui adoptent des stratégies diverses pour pouvoir protéger la forêt, qui souvent partent d'une bonne intention, mais et notamment sur le fait de faire des groupements qui gèrent de manière associative les forêts, etc. La volonté d'accéder à du foncier forestier pour le protéger. Mais souvent, ce sont des associations ou des groupements qui oublient qu'une forêt se gère. Alors effectivement, on pourrait parler de libre évolution, mais ce qu'on voit, c'est que la forêt, souvent, elle a besoin d'être gérée pour être en pleine santé et pour pouvoir exprimer son plein potentiel. À côté de ça, c'est important de le rappeler, sur notre territoire, les forêts gagnent de la place, et notamment, et de la superficie, et notamment gagnent de la place sur les terres agricoles. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de gestion forestière sur des confettis. Ça a été mentionné de cette manière-là, et que comme il y a un morcellement des territoires forestiers, c'est difficile d'en adopter une stratégie globale. Et souvent, ces terres forestières finissent en indivision suite à un héritage ou à un groupement qui finalement a périclité. Et donc, il est vraiment difficile pour le public de faire vivre ces groupements-là, de retrouver à qui appartiennent les terres et les forêts pour pouvoir adopter une gestion plus stratégique, plus tacticienne. À savoir que parfois, il peut y avoir des enjeux, notamment des enjeux d'incendie, de risque incendie, qui nécessitent d'avoir accès à ces terrains et de pouvoir vraiment les gérer. Donc il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en œuvre, le fait de pouvoir récupérer ces terres-là sous certaines conditions, si le propriétaire ne remplit pas ces conditions et autres. Mais globalement, ce que les intervenants ont dit, c'est qu'il y a un consensus affectif sur le fait de protéger les forêts. Et notamment parce que les forêts, c'est le poumon vert. Et on est souvent revenu à ce point-là, ce point fédérateur, pour dire que, quelles que soient les stratégies, les gens ont envie que les forêts aillent bien.
Mais alors, on ne sait pas ce que ça veut dire une forêt qui va bien. Est-ce que c'est une forêt qui est vivante? Est-ce que c'est une forêt qui est récréative, dans laquelle je peux aller faire du trail, me balader, faire du VTT? Est-ce que c'est une forêt qui est vivrière? Est-ce que c'est une forêt qui est rentable? C'est là où on n'est pas vraiment d'accord. Et donc, ça crée des vraies difficultés sur le comment. Comment est-ce qu'on gère une forêt? Et on voit des conflits, un conflit d'usage entre l'usage écologique, l'usage économique, l'usage social, l'usage récréatif, par exemple. Et on a parlé aussi du fait qu'au niveau de la France, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, il y a une stratégie globale sur la gestion forestière de multifonctionnalité. Donc l'envie que la forêt puisse et être un endroit récréatif et être lucrative pour certaines industries et qu'elle soit écologiquement, qu'elle respecte des standards écologiques élevés, etc. Et donc on pourrait se dire, en tout cas on s'est posé la question lors de cette journée-là, est-ce que la multifonctionnalité finalement elle mène pas dans tous les cas à un conflit d'usage? Ce qu'on s'est dit, c'est que pas forcément, que derrière il y a un vrai enjeu démocratique et notamment un enjeu de dialogue pour gérer ces conflits d'usage, pour pouvoir prioriser, pour pouvoir sortir des représentations individuelles. Et donc là, j'ai listé un certain nombre de solutions qui ont été évoquées, qui pourraient émaner de ce dialogue-là entre parties prenantes. Notamment, l'un des enjeux, c'est de sortir des représentations individuelles, de se former, de comprendre, notamment pour le grand public et les associations qui peuvent avoir un avis assez tranché sur la gestion forestière. Il y a un enjeu d'interconnaissance entre les acteurs, ceux qui gèrent la forêt, ceux qui sont des techniciens, ceux qui vivent dans la forêt, ceux qui voyagent dans la forêt. Donc il y a un vrai enjeu d'interconnaissance entre acteurs pour pouvoir tisser une vision commune. Il y a aussi un enjeu de sensibilisation. On a parlé là notamment de sensibilisation au niveau des écoles avec un certain nombre d'actions qui sont menées dans le cadre de la chaire de recherche, la chaire forêt alpine en transition et notamment la création d'une école de la forêt. Pour certaines actions qui sont des actions qui ont été citées comme étant des voies de solution, sortir de la coupe qui choque alors qu'il se passe beaucoup plus de choses dans la gestion d'une forêt, sortir de l'échelle de la parcelle, penser beaucoup plus global, mettre en œuvre ou s'assurer d'avoir un peuplement mélangé, développer du tissu d'entreprise et puis anticiper l'adaptation de la filière, notamment face aux crises sanitaires avec les scolites et autres, puisqu'il y a un vrai enjeu d'adaptation, d'évolutivité des métiers et des pratiques en lien avec les crises qui sont à venir. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'échelle de temps. Pour adopter une stratégie forestière efficace, on a besoin de temps long. On a besoin de réfléchir sur le temps long et nous ne sommes qu'un pouillème à côté d'une forêt ou d'une population forestière, de ces arbres qui ont parfois plus de 100 ans, et qu'il est nécessaire de vraiment réfléchir à l'échelle d'une population sur le temps long avec des territoires correctement gérés. Le problème, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence pour tout un tas de raisons qui ont été évoquées lors de cette journée. Il y a urgence sur le renouvellement et la reconstitution. Il y a urgence sur la crise sanitaire. Aujourd'hui, il y a des populations d'arbres qui disparaissent. Il y a urgence sur la crise climatique. Et puis, il y a urgence aussi sur le recrutement d'ouvriers forestiers, puisque on voit une perte d'attractivité de ces métiers-là, on en parlera après, avec moins 20% des entreprises sur 5 ans sur la gestion forestière, en tout cas sur les techniciens forestiers qui viennent gérer la forêt au plus près. Et s'il n'y a pas ces personnes-là, on ne pourra pas avoir une stratégie de gestion, de renouvellement et de reconstitution efficace. Pour parler de ces métiers-là, on a parlé de la filière bois. Historiquement, la forêt a toujours été considérée comme étant une ressource. La filière bois, elle représente en France plus d'emplois que l'automobile à l'échelle nationale. Et dans les Alpes françaises, la filière bois génère 22 000 emplois. Donc c'est quand même vraiment intéressant économiquement. Et surtout, ce dont on se rend compte, c'est que les gens ont envie d'une forêt vivante, avec de la biodiversité et tout, mais oublient qu'ils sont assis sur une chaise en bois. Et donc il y a un vrai paradoxe, une injonction paradoxale par les gens qui disent je veux une forêt
dans laquelle je peux me balader sans qu'il y ait de coupe franche, sans qu'il y ait de bois sur le côté parce que l'arbre mort, c'est sale. Et à côté de ça, en fait, j'utilise du bois pour me chauffer, pour faire du papier, pour utiliser des planches, construire un meuble, etc. Donc voilà, la filière bois, elle est vraiment importante dans les Alpes françaises. Et on ne peut pas réfléchir à une stratégie de gestion forestière sans penser à cette filière et aux enjeux économiques qui sont derrière. On s'est posé la question de qui sont ces gardes dans la dernière table ronde, ce qu'on appelait les gardes forestiers. En fait, ça ne s'appelle plus les gardes forestiers, mais bien les techniciens forestiers. Et en fait, globalement, plus personne ne veut bosser là-dedans. Alors, c'est pas totalement vrai, il y a des territoires qui continuent d'être attractifs parce que souvent, il y a une perception de la personne qui se balade au milieu de la forêt à regarder les oiseaux et à compter les arbres. En réalité, une des parties du métier, c'est ça, c'est de couper les arbres. Pas que, mais voilà. Et donc, il peut y avoir une crise de vocation pour plusieurs raisons associées au métier de technicien forestier, alors que, on l'a dit tout à l'heure, il est vraiment important d'avoir ces techniciens forestiers pour avoir une gestion forestière efficace et pour pallier au changement climatique, pallier à la crise sanitaire, créer un environnement agréable et récréatif pour les touristes, etc. La crise de vocation, elle vient de plusieurs choses. Déjà, les injonctions paradoxales, faire une forêt belle mais économiquement rentable, par exemple. C'est aussi un métier qui subit une forte précarité puisqu'on n'est pas payé au temps mais on est payé au mètre cube. Il y a un jugement du public, souvent lié à une mécompréhension, une méconnaissance de ce métier-là. Et donc, il peut y avoir des altercations, des engins qui sont abîmés. Il y a un manque de compréhension des risques aussi, avec des passants qui peuvent se mettre en danger ou mettre les techniciens forestiers en danger en passant trop près des chantiers. Il y a donc une accidentologie importante, ce qui a conduit à la mécanisation de ces métiers-là. C'est un métier qui est physique et globalement peut être actif. Toutes ces raisons-là, et notamment celle du jugement du public, toutes ces raisons-là font qu'aujourd'hui, la tendance est d'inciter les personnes effectuant ces travaux-là, les techniciens forestiers, à sortir du bois pour expliquer leur métier, puisqu'une fois qu'ils l'expliquent, souvent il y a une bien meilleure compréhension et tolérance de ce métier-là, voire un respect et une reconnaissance de ce métier-là. Voilà, donc en synthèse, nous avons vraiment besoin de concilier les usages et de respecter les bûcherons, on a évoqué ce mot-là, et les travailleurs forestiers, ne pas adopter une posture hautaine. Et pour ça, on a un vrai besoin à travailler sur les sciences sociales pour comprendre les perceptions, les croyances, les imaginaires. Déjà parce que pour faire accepter ces métiers de gestion de personnes qui gèrent les forêts, mais aussi pour pouvoir anticiper des actions d'adaptation des forêts qui pourraient advenir face aux différentes crises que nous allons rencontrer, comme le changement climatique, des crises sanitaires et autres. Voilà une synthèse dessinée qui a été réalisée lors de cette journée sur les forêts alpines au cœur de la transition écologique. Vous pouvez accéder à ces visuels et les diffuser autour de vous pour que la connaissance scientifique puisse perdurer